de transformation radicale. Allez, c'est bon, c'est parti pour moi. Donc, première question, que pensez-vous de la loi anti-casseurs ? 2 minutes. C'est pas une loi anti-casseurs, c'est une loi anti-manifestants. Parce que les casseurs, qui sont très souvent connus, identifiés, arrêtés, et en fait, ce que voulait faire le gouvernement, ou d'ailleurs il les laisse parfois agir pour décrédibiliser le mouvement, et ce que voulait faire le gouvernement, c'est avoir une loi qui lui permette de dissuader les gens de venir manifester, de punir ceux qui viennent le faire au motif qu'ils avaient tel un masque de piscine, de quoi se protéger contre les gaz lacrymogènes, et une logique de criminalisation, de répression de l'action populaire. Alors que depuis des mois que dure le mouvement des Gilets jaunes, ce qui marque, ce qui frappe, c'est quand même le fait que les gens sont mobilisés, motivés, qu'ils ne lâchent pas, qu'ils sont exigeants sur le fond, qu'ils veulent du débat, qu'ils portent des propositions et qu'ils ne sont absolument pas la caricature que certains médias et le pouvoir essayent de faire croire. Les Gilets jaunes, c'est des citoyens, des citoyennes honnêtes qui travaillent, qui aimeraient travailler, qui aimeraient vivre de leur travail et qui ne sont certainement pas des casseurs, des violents ou tout le mal qu'on a pu dire d'eux. Donc voilà, c'est une loi scélérate. Donc, deuxième question, comment auriez-vous voté pour l'interdiction du glyphosate ? J'aurais voté pour l'interdiction du glyphosate. J'y suis favorable, on le porte dans la campagne européenne. On en a porté une proposition de loi, notamment par les députés Mathilde Panot et Loïc Prud'homme, pour interdire le glyphosate en France, en proposant comme date d'échéance la date que M. Macron lui-même avait proposée au départ et qui finalement ne l'applique pas. Donc on est pour l'interdiction du glyphosate, la sortie des pesticides chimiques et une agriculture et une alimentation qui soient bio, paysanne, écologique et qui ne soient pas celle de l'agrobusiness d'aujourd'hui. Troisième question. Quel est votre avis sur la taxation de l'État sur le carburant pour financer l'écologie ? Déjà, c'est une arnaque parce que l'État ne taxe pas les carburants pour financer l'écologie, puisqu'une bonne partie de la recette de taxe carbone qui était attendue pour cette année devait en fait financer totalement autre chose que la transition écologique. Donc déjà, c'est une arnaque. Deuxièmement, le fait que les comportements polluants soient désavantagés par rapport à d'autres comportements et que l'argent qui s'en dégage puisse servir à la transition écologique, c'est bien, mais il faut être juste et il faut être cohérent. On ne peut pas discuter de taxer le diesel de ceux qui vont bosser alors que le kérosène des avions n'est pas taxé. Ça, c'est pas acceptable. Et puis après, surtout, c'est pas... Moi, je ne crois pas que ce soit par la taxe qu'on fasse évoluer d'abord les comportements en matière écologique. La taxe, elle sert juste à faire rentrer de l'argent dans les caisses et elle n'a pas l'effet incitatif que certains prétendent qu'elle a. Elle a surtout un effet punitif et il faut changer de logique. Et c'est davantage en proposant des alternatives, en mettant en place d'autres solutions, qu'on fera changer les comportements plutôt qu'en taxant ceux qui n'ont pas d'autre choix. Quatrième question. Pourquoi en 2019 avons-nous encore des problèmes d'AVS pour les enfants scolarisés ? Parce qu'il y a eu beaucoup de suppressions d'emplois dans l'éducation nationale sous M. Sarkozy notamment, qu'ils n'ont pas tous été recréés depuis, et que l'État, les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas investi, mis en place, mis l'argent nécessaire pour que chaque enfant en situation de handicap puisse aller à l'école publique et il soit accueilli et accompagné par un personnel qui est compétent, qualifié, en nombre suffisant, en plus des enseignants dont le métier est de se consacrer évidemment à l'ensemble de la classe et ne peuvent pas, malgré leur bonne volonté, uniquement se consacrer à tel ou tel enfant. Donc c'est un problème financier. Pourtant, il y a de l'argent qui existe dans ce pays, simplement il est mal réparti, mal utilisé. Et il serait temps que ceux qui ont beaucoup payent l'impôt
autant qu'ils le peuvent et qu'ils le devraient pour qu'on ait les moyens de proposer à tous les enfants d'aller à l'école dans de bonnes conditions. Donc 5e question, que voudriez-vous faire pour maintenir à minima les salaires, les retraites, les prestations sociales par rapport au coût de la vie? 2 minutes. Le sujet est vaste, mais On peut laisser un peu plus, il a pris. la première chose à faire, c'est déjà que les salaires, que les pensions soient à minima indexés sur l'inflation. Et donc le mécanisme qu'a mis en place M. Macron, mais qu'avait mis en place avant lui M. Hollande et même M. Sarkozy, de désindexation, comme ils disent, est absolument unique. Et d'ailleurs, les fonctionnaires eux-mêmes, dont le salaire est gelé, le point d'indice est gelé depuis maintenant plusieurs années, sont bien placés pour savoir que leur pouvoir d'achat a reculé de ce fait. Donc il faut que, à minima, les revenus soient alignés sur l'inflation. Il faut aussi que les petits salaires, que les minima sociaux, que les petites retraites soient augmentés. Nous, on propose l'augmentation du SMIC, on propose l'augmentation des minima sociaux, on propose l'augmentation des petites retraites. Et puis après, plus globalement, il y a une logique de bien vivre qu'il faut mettre en place et qui passe par le fait qu'il y a des services publics qui soient proposés, que certains sont gratuits et qui font que les gens puissent vivre dignement, au-delà simplement du montant de leur paye, qui est important, qui doit être augmenté, parce qu'il y a de l'argent là encore, et il faut le partage de ces richesses. C'est pas normal que certains grands patrons aient autant d'argent alors que les salariés n'aient rien. Nous, on propose qu'il y ait une limite, qu'il y ait un écart entre le plus bas salaire d'une entreprise et le plus haut, un écart de 1 à 20, ce qui est énorme, et qui fait que lorsque les grands patrons voudraient s'augmenter, ils seraient obligés d'augmenter aussi ceux qui sont les moins bien payés de l'entreprise. Ce serait un cercle vertueux, et c'est une des mesures qu'on propose pour qu'il y ait le partage des richesses, l'augmentation des petits salaires, des petites retraites, des minima sociaux, et puis à côté de ça aussi un système public, de services publics, de sécurité sociale qui propose des services dont on a besoin, parce que c'est souvent bien moins cher quand c'est organisé collectivement que quand c'est pris en charge par le privé. Il suffit de voir combien la Sécu, ça coûte beaucoup moins cher que les complémentaires et les mutuelles privées. Voilà. Bien, C'est pas simple comme exercice. c'est pas simple.